Bienvenue à tous, merci d'être présents à ce webinaire dédié aujourd'hui au social learning, au collaborative learning. Alors par où commencer? L'idée c'est aujourd'hui de vous présenter un peu déjà qu'est-ce que c'est qu'un LXP, quels sont les intérêts, les avantages d'utiliser le social learning. Et donc on présentera un certain nombre d'éléments, donc quelques slides, et puis derrière on présentera une solution qui s'appelle Totara, qui est un LXP qui répond justement à certains points intéressants du social learning. Donc moi, pour ma part, je suis Benoît Marchais. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Audrey Colmer. En fait, juste quelques petits points pratiques avant de commencer ce webinaire, qui va durer à peu près, je pense, une quarantaine de minutes. Vous pouvez nous entendre, mais vous ne pouvez pas discuter directement avec nous en utilisant votre micro. Par contre, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de questions-réponses dans Zoom, je crois, qui est présent sur le panneau d'outils. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On y répondra sur deux temps. Un premier temps après la présentation des différents slides que je vais vous montrer, et derrière, après la démonstration du produit Totara. Pour commencer, je vais présenter la structure qui est à l'origine de ce webinaire. Donc, c'est en l'occurrence Innovation. Donc, c'est une structure spécialisée dans l'e-learning depuis les années 2000. On est 55 collaborateurs, on a un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. On a une partie recherche et développement qui nous permet d'être à l'origine de la conception de certains produits qui vont être connexes aux produits que l'on propose. Donc, parmi ces solutions déjà qu'on propose, nous proposons donc Moodle Workplace, que vous connaissez certainement, qui est un des LMS le plus utilisé dans le monde. Moodle Workplace, qui est la version entreprise de Moodle. Totara, qui nous intéresse aujourd'hui, qui est un ensemble de logiciels qui comporte à la fois le LMS, le LXP, donc le Learning Management System, le LXP, Learning Experience Platform, et le TMS, Talent Management System. Et on a également aussi, donc c'est par le biais de ce département recherche et développement qu'on a conçu un produit qui s'appelle Aura, qui permet de gérer les talents et les plans de carrière dans l'entreprise et qui se greffe au LMS, au LXP directement. Pour information, nous sommes donc Moodle Partner Premium et Totara Platinum Premium, qui correspondent en fait à des niveaux de partenariat les plus hauts au niveau de ces solutions. Nos domaines d'intervention, donc on touche vraiment de tout ce qui gravite autour de l'e-learning, donc que ce soit le conseil audit avant le projet ou même sur une refonte de plateforme d'e-learning. On fait de la formation, donc une passation un transfert de compétences sur les différentes solutions que l'on propose. On fait également du développement. À la base, on est une 2S2I, ce qui fait qu'on a la possibilité de mettre en place et de concevoir du développement spécifique si ce que propose la solution ne convient pas parfaitement. On a un studio de création qui nous permet d'être à l'origine de la création de contenu pédagogique directement présent en utilisant les outils des solutions qu'on propose ou en utilisant des solutions auteurs de type Articulate, Storyline, Captivate, etc. On fait de l'hébergement des différentes solutions que l'on propose et on accompagne et on supporte bien évidemment nos clients d'un point de vue technique ou fonctionnel sur encore une fois ces différentes solutions. Voilà, donc c'était rapide. On va rentrer dans le vif du sujet. Le déroulement de ce webinaire, donc ça va être 5 points principalement. Le premier point, ça va être l'idée, ça va être de vous montrer quelques chiffres pour appuyer l'intérêt de ce webinaire, donc notamment le constat que font les experts de formation RH par rapport à l'aspect de collaborative learning et du social learning. Ensuite, certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas ce qu'est un LXP. Alors l'idée, c'est pas de présenter de manière précise un LXP, mais plutôt de faire un focus sur les avantages et en quoi d'ailleurs ils peuvent être complémentaires de ce que vous connaissez peut-être, à savoir le LMS. Ensuite, je présenterai rapidement les 6 piliers qui favorisent l'engagement, la motivation et donc la réussite de la formation pour les collaborateurs. 6 piliers qui d'ailleurs qui correspondent en fait aux éléments de base qui ont permis la construction d'un produit qui s'appelle Totara Engage, qui est un produit qui dépend de la structure Totara. Et c'est cette démo que je vais faire, la démo de Totara Engage,
qui reprend d'ailleurs à peu près la plupart des avantages que doit représenter le LXP. Je finirai par quelques astuces et points de vigilance sur justement quand on décide de se lancer dans le déploiement d'un LXP et la mise en place de formation sous forme de social learning. Voilà quelques points de vigilance, quelques astuces qui pourront vous aider à bien démarrer avec ce type de formation. Alors, je vous l'ai dit, quelques chiffres pour commencer. Alors, c'est basé sur un rapport qui date de 2021, qui dépend de LinkedIn Learning. Donc, c'est 3 chiffres. On a vraiment présenté 3 chiffres. Dommage, le son vient en cascade. Alors, il y a peut-être, excusez-moi, je n'ai pas demandé s'il y avait un problème de son. J'espère que le son est bon pour tout le monde. N'hésitez pas à me faire le retour dans la discussion si le son saccade. C'est peut-être votre connexion, parce que je vois ça sur la discussion. Donc, 3 chiffres importants. Le premier, 86% des experts de formation constatent que l'apprentissage est plus engageant lorsque les employés apprennent ensemble. 91%, deuxième chiffre, 91% des employés qui apprennent ensemble réussissent davantage. Et le dernier chiffre, 92%, qui utilisent le collaborative learning favorisent le sentiment d'appartenance. Donc là, 3 chiffres qui apportent des informations importantes. Le premier, c'est, les chiffres sont sans appel, de 86 à 92%. On a le premier chiffre qui correspond à l'engagement, la motivation, qui sert pour effectuer une action de formation. Le deuxième chiffre, la notion de performance. On a vraiment non seulement la motivation des utilisateurs à se former, et en plus, on a la réussite qui suit derrière. Et enfin, le dernier, cette notion qui montre que le collaborative learning va permettre de consolider la notion d'appartenance à l'entreprise et donc favoriser la rétention des talents dans l'entreprise. Donc, 3 points importants qui appuient l'intérêt du social learning dans la formation. Alors, les avantages du LXP, il y en a plusieurs, 7 en total. Donc, rapidement, encore une fois, le premier, c'est ça permet un apprentissage autonome et continu. On va le voir, en fait, à la différence d'ailleurs de ce qui est proposé par le biais du LMS, qui est plutôt propose en fait le contenu pédagogique de manière descendante. C'est généralement en fait les ressources humaines ou les formateurs ou les managers qui vont pousser du contenu auprès de l'apprenant. Là, c'est vraiment l'apprenant qui prend en main son destin et qui va, par le biais d'un catalogue, par le biais de ce qu'on va lui proposer, décider quel apprentissage il va commencer. Il y a la notion de permettre la découverte de nouvelles offres d'apprentissage. Alors ça, on va le voir par le biais de la curation de contenu, le fait de pousser en fait différents types de contenus pédagogiques va permettre en fait à l'utilisateur non seulement de pouvoir piocher ce qui l'intéresse, mais de découvrir d'autres formes de formation et pas seulement celles qui correspondent à ce qu'il doit le voir par rapport au métier qu'il exerce. Donc des choses qui peuvent être connexes et donc lui permettre de monter en compétence sur des éléments transverses aux compétences qu'il doit avoir par rapport au métier qu'il exerce. Ça favorise l'interaction sociale et Dieu sait qu'on en a besoin en ces derniers temps. Donc on va le voir avec la possibilité de discuter, de dialoguer, d'échanger, de partager des éléments qui permettent de mettre en place des interactions qui vont remplacer, c'est pour ça que j'ai pris le petit icône de la machine à café, mais qui vont remplacer les échanges que l'on fait de manière informelle, de manière formelle sur une plateforme, avec en plus tout un suivi derrière d'échanges qui va être intéressant. La curation de contenu, un point intéressant, plutôt que d'aller chercher sur différentes plateformes un contenu pédagogique divers et donc perdre un temps monstrueux pour aller piocher des informations à différents endroits, on a cette possibilité de rapatrier de la documentation, de l'information, et ça directement par le biais des utilisateurs ou ce qu'on va appeler à certains moments des ambassadeurs qui vont pousser du contenu et le mettre à disposition dans le catalogue et permettre d'ailleurs, ça rejoint le point, permettre un apprentissage autonome et surtout la découverte de nouvelles informations. Le 5e point, la création d'une culture de partage et de collaboration. Encore une fois,
dès que l'utilisateur va être en mesure de déposer du contenu, va s'en suivre toute une action, enfin une réaction en chaîne. Les utilisateurs vont pouvoir liker ces éléments-là, ils vont pouvoir commencer à discuter, rebondir, le partager à d'autres collaborateurs qui ne sont pas forcément d'ailleurs les collaborateurs directs de l'utilisateur à l'initiative du dépôt de cette information. Et tout ça, en fait, va créer vraiment une émulation qui va favoriser le partage et la collaboration. On a cette notion d'expérience personnalisée axée sur l'utilisateur. C'est encore une fois l'utilisateur qui est maître du choix qu'il peut faire sur les actions de formation qu'il peut démarrer, sans d'ailleurs validation quelconque de son manager. Alors ça n'empêche pas qu'on pourra toujours modérer et trier et pousser certains éléments de manière précise. C'est d'ailleurs le dernier point qui correspond au contenu ciblé recommandé avec cette notion de machine learning. Donc, le LXP est une plateforme qui va, dès l'entrée de l'utilisateur par rapport à ce qu'on connaît de lui, de la navigation qu'il a pu effectuer sur les différents contenus pédagogiques qui sont proposés, permettre de faire un focus particulier et de recommander des éléments pédagogiques correspondant aux attentes de l'utilisateur. Donc voilà les 7 éléments, les 7 avantages que l'on récupère, que l'on retrouve dans la mise en place d'un LXP. Alors, bien évidemment, forte connotation sociale, avec de l'échange, du partage et surtout de la mise en avant de contenu ciblé et recommandé. Au niveau des piliers favorisant l'engagement, donc ça, c'est 6 piliers qui d'ailleurs sont à l'origine de la conception du produit qui s'appelle Totara, que je vais vous montrer juste après. Alors, ils reprennent en gros ce qu'on a vu sur la partie LXP. Donc, ces 6 piliers sont à l'origine de la création du produit Totara Engage que je vais vous présenter. Le premier, c'est favoriser la découverte. Et on va le voir avec la possibilité derrière, avec l'outil, de proposer un catalogue qui va permettre aux utilisateurs d'effectuer un certain nombre de tris, et des tris qui vont être des tris par thématique, des tris par temps disponible pour l'utilisateur, des tris par éléments qui sont connexes à des choses qu'il a pu voir. Donc c'est favoriser la découverte qui va être mis en avant avec un système de catalogue fluide et pratique en termes de tri et de recherche. On a cette notion de curation de contenu qui est un point de plus en plus important, plutôt encore une fois d'aller chercher ces différents contenus à droite à gauche, de les regrouper et de permettre d'ailleurs de mettre en avant les utilisateurs experts, enfin les collaborateurs experts métiers dans votre entreprise, d'être force de proposition sur des contenus qu'ils ont pu récupérer. Et donc, cette force vive de l'entreprise va avoir à disposition du coup un outil qui va permettre d'échanger, de déposer des informations pertinentes en relation au métier ou au domaine d'expertise qu'il peut avoir dans la vie de tous les jours et qui n'est pas forcément en lien direct avec le poste qu'il occupe. Cette notion de reconnaissance avec derrière la possibilité par le biais d'un autre outil, d'un autre élément qui est le reporting, de mettre en avant ce qu'on appelle des ambassadeurs, des influenceurs au sein de ces différents éléments et contenus, et de les mettre en avant pour leur permettre pourquoi pas, d'avoir une sorte d'action bien précise et définie au sein de la plateforme et d'être force de proposition sur du contenu qu'on peut déployer. Le quatrième pilier, c'est la collaboration, faciliter les échanges, faciliter la possibilité de partager des documents pertinents à d'autres personnes. C'est la collaboration aussi en relation directe avec la structuration de votre entreprise. Et on va le voir, on a par le biais d'une fonctionnalité qui s'appelle l'espace de travail, le workspace, on va pouvoir en fait comme ça segmenter certains utilisateurs, créer des équipes en fait qui vont pouvoir échanger, collaborer sur des domaines bien précis et effectuer des actions d'échange, de partage de contenu ou de cours qui auraient pu être mis en place sur cette plateforme. Le cinquième point, c'est l'intégration, avec cette idée que la formation doit toujours être dans le flot du travail et pas être
pas nécessité de changer par exemple d'outil ou de passer d'un outil à l'autre, de se reloguer. Enfin, ça doit vraiment être naturel, le passage en fait de différents outils que compose votre socle de formation doit être intégré à différents outils. Votre SIRH, l'utilisateur doit en un simple clic passer d'un outil à l'autre sans y passer des heures pour se reconnecter. Donc ça, c'est la notion d'intégration et on le verra avec quelque chose qui correspond à l'intégration de Totara Engage dans Teams, donc quel outil Microsoft, hein, et on verra du coup, comme en utilisant Teams, comment on peut d'un seul coup être sur un contenu pédagogique et aller piocher à droite à gauche les éléments qui nous intéressent en fonction du temps que l'on a à notre disposition. Le reporting, qui sert bien évidemment à analyser tout ça et à épurer un peu tout ça. Hein. Ça fera partie d'ailleurs des points de vigilance qu'on mettra en avant en fin de webinaire, mais cette nécessité de voir un peu ce qui se passe, quelles sont finalement les thématiques qui fonctionnent, quels sont les utilisateurs qui sortent du lot par rapport aux autres, et en fonction, voilà, animer tout ça et échanger avec les ambassadeurs pour leur permettre derrière de continuer à produire du contenu pertinent et surtout épurer le contenu qui ne serait pas intéressant pour vos équipes et qui ne serait pas en relation directe avec les principes que vous fixez par rapport aux objectifs également que vous fixez par rapport à l'entreprise. Donc 6 points, enfin 6 piliers qui vont derrière correspondre à des fonctionnalités que l'on va découvrir au sein d'une plateforme qui s'appelle Totara. Alors, je vais passer directement à la démonstration maintenant de Totara. S'il y a des questions, mais de ce que je vois sur la partie questions-réponses, vous n'en avez pas forcément. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur la partie, la fonctionnalité questions-réponses. J'y répondrai maintenant après la démonstration de l'outil Totara. Alors, je vais changer de... Je vais aller sur... Alors, je vais me connecter en tant qu'apprenant sur cette solution. Je vais juste réactualiser ma page pour voir si c'est bien chargé. Donc, bon, ce que vous ne voyez pas, c'est que je me suis connecté avec en SSO. Hein, j'étais connecté à Teams. Je me suis, d'un simple clic, je me suis connecté en fait à Totara. Pas eu à retaper un mot de passe, hein, j'étais déjà connecté sur Teams et j'ai pu me reconnecter directement. Et on verra d'ailleurs qu'on peut comme ça naviguer de Teams ou utiliser directement la plateforme en direct. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de Totara Engage, ce qu'il faut comprendre, c'est que Totara est un ensemble de logiciels. Vous avez Totara qui comprend en fait 3 types de logiciels. Totara LMS propose en fait du contenu pédagogique qui va le mettre à disposition. C'est ce qu'on voit ici, là, les formations. Où on est plus sur une mise à disposition de contenu pédagogique plutôt descendant, c'est par rapport aux objectifs qu'on se fixe dans l'entreprise ou par rapport tout simplement à mon métier, je dois avoir certaines compétences, on m'inscrit, on me pousse en fait certains cours, programmes ou certifications que j'ai besoin de suivre pour attester d'une compétence et exercer mon métier. Donc on a ce côté LMS. On a également quelque chose qu'on ne verra pas, qui est la gestion des talents, avec tout un système de compétences, de montée en compétences, et plutôt qu'encore une fois de cours descendants, l'utilisateur va pouvoir, en fait, en fonction de ce qu'on souhaite mettre en place en termes d'objectifs, pousser la montée en compétences pour certains utilisateurs, et derrière, visualiser assez rapidement les talents de l'entreprise, les personnes qui sont compétentes pour telle ou telle compétence. Et du coup, être en mesure derrière, sur un recrutement par exemple interne, de les faire postuler directement eux plutôt que de, pourquoi pas, lancer une opération de recrutement externe. Donc ça, c'est des éléments qu'on ne verra pas. Nous, on va se cantonner à voir une partie de Totara, qui est Totara Engage, qui correspond en fait à la partie social learning de Totara. Alors, ce Totara Engage, la première chose, c'est
quand on arrive, vous voyez, on arrive sur le tableau de bord. L'utilisateur arrive sur un tableau de bord. Un utilisateur peut avoir plusieurs tableaux de bord. On peut proposer, en fonction de la segmentation qu'on a fait des utilisateurs, proposer des tableaux de bord qui vont être différents avec des blocs, hein, ces éléments qu'on voit à droite à gauche, qui vont potentiellement être différents. Et on en reparlera justement en ce qui concerne la recommandation et le fait de rebondir sur des éléments pédagogiques connexes à ce que fait l'utilisateur au sein de la plateforme. Donc, un utilisateur peut avoir plusieurs tableaux de bord, et un utilisateur dans Totara peut appartenir à plusieurs entités. Et on va pouvoir compartimenter les utilisateurs. Là, je suis connecté sur cette plateforme en tant que simple utilisateur d'une entité, hein, qui s'appelle externe, entité externe, et je vais pouvoir communiquer avec toutes les personnes qui sont rattachées à cette entité, et je vais pouvoir interagir avec toutes les personnes qui appartiennent encore une fois à mon entité sur différents points, la partie du coup apprentissage d'un point de vue social learning et la partie collaboration. Alors je vais commencer par vous montrer un point qui correspond à la curation de contenu avec la notion de bibliothèque dans Totara Engage. Donc là, je suis connecté sur ma bibliothèque avec les ressources que j'ai moi-même mis à disposition au sein de la plateforme. Alors cette bibliothèque regroupe en fait, en gros, toutes les ressources. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ressource? Une ressource, ça peut être tout simplement une vidéo que je mets à disposition, un PDF, quelque chose de plus complexe, avec un enchaînement de contenu, de la vidéo, du PDF, du contenu tout simplement tapé directement, des liens, etc. Donc, tout un système qu'on va pouvoir en fait déposer. Une ressource peut très bien être, je peux être à l'origine d'une ressource, hein, c'est le petit bouton plus, et là, c'est le cas ici, hein, j'ai différentes ressources que j'ai mis à disposition. On peut très bien me pousser des ressources, c'est-à-dire d'autres utilisateurs peuvent me pousser des ressources. En l'occurrence, c'est Mathieu Belfort qui m'a poussé 2 ressources. Et je peux moi-même aussi aller naviguer, on va le voir après, sur un catalogue pour mettre en favori des ressources que je pourrais juste stocker pour, pourquoi pas, relire derrière plus tard à un moment où j'aurai un peu plus de temps. On verra également la notion de playlist, de liste de lecture, qui permet en fait de regrouper dans un seul endroit un ensemble de ressources et de thématiser en fait les ressources qui sont mises à disposition. Alors avant de montrer ça, comment on crée une ressource? Alors j'ai un petit bouton, vous voyez, qui me permet de cliquer sur plus et qui me permet directement de saisir soit le titre de ma ressource et puis après un contenu directement disponible. Alors on peut tout simplement et assez facilement utiliser un contenu externe. Donc là, vous voyez qu'on a un bloc HTML qui nous permet d'éditer facilement, d'insérer des liens, des images, d'insérer des pièces jointes. Donc on peut très bien comme ça rajouter du contenu facilement et mettre en place du hashtag pour faciliter la recherche qui pourrait être disponible après sur le catalogue. Alors juste pour vous montrer que c'est assez simple, juste en récupérant en fait une vidéo qui a été construite sur YouTube, mais c'est la même chose sur Vimeo, sur Dailymotion et autres, on peut tout simplement, ça génère directement la vidéo sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. J'ai juste fait un copier-coller d'une vidéo qui correspond à Totara Engage sur YouTube. Donc là, j'ai après mon texte, Totara Engage, donc le titre de ma ressource. Et je vais après, en fait, en cliquant sur suivant, décider à qui va s'adresser, enfin, à qui je vais partager ce contenu et qui va être en mesure derrière le consulter. Donc, je peux très bien décider de concevoir moi-même mes propres contenus, mes propres ressources, de faire ma propre bibliothèque personnelle, donc là seulement pour moi, ou je peux aller le partager à des personnes spécifiques, encore une fois, qui appartiennent à mon entité. Hein, donc, je ne pourrais pas le partager à n'importe qui au sein de Totara si un administrateur a décidé de compartimenter les utilisateurs sur la plateforme. Donc, je vais pouvoir après, vous voyez, sélectionner des utilisateurs directement et décider comme ça de les partager directement à des personnes en précisant la durée de la vidéo. Alors, c'est une vidéo qui fait pratiquement 45 minutes, donc je fais plus de 10 minutes, et donc ça va donner une indication aux utilisateurs qui sont en recherche peut-être de micro-learning du temps qu'ils vont devoir y passer pour suivre cet élément-là. Je peux aussi décider que finalement n'importe qui aura accès pour s'inscrire à cette ressource, et auquel cas je vais, pour
faciliter la recherche de cette ressource, permettre aux utilisateurs, j'ai la possibilité d'assigner des sujets, ça a été mal traduit, mais plutôt des thématiques, hein, et dire que voilà, ça traite de différentes thématiques pour pouvoir derrière faire en sorte que lors d'une recherche, on puisse rapidement trouver, en fonction des thématiques, cette ressource. Vous voyez, là, je le partage donc à tout le monde et en même temps à des personnes spécifiques, en précisant sur la partie volée à tout le monde que la ressource que je propose dépend de ces 3 thématiques-là. Donc voilà, j'ai créé une ressource et cette ressource est maintenant est directement disponible sur les ressources personnelles et elle va être embarquée aux différentes personnes et on va pouvoir y accéder par le biais du catalogue de cours qui est proposé. Alors par rapport à ça, on a, vous voyez, cette notion de partage derrière. On a la possibilité pour les utilisateurs de liker, de commenter, de partager, de créer d'autres, de rebondir sur des réponses par rapport à des éléments qui auraient pu être mis à disposition sur telle ou telle ressource. Donc ça se fait facilement, hein. Quand je rentre dans une ressource, là j'aurai la possibilité de liker et de partager ces éléments-là à d'autres personnes. Et puis j'ai un volet commentaire qui permettra aux utilisateurs de rebondir sur ce qui est en place. Donc là j'ai une ressource qui est assez simple, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être un peu plus complexe, hein. On peut avoir un enchaînement de vidéos et de contenus directement mis à disposition. Alors on peut, au sein d'une ressource, quand on crée une ressource, on peut aussi très bien créer ce qu'on appelle une enquête. Alors on va le voir, hein, cette enquête peut très bien être poussée par un manager ou un utilisateur qui va spécifiquement pousser un sondage à un panel d'utilisateurs et attendre une réponse de leur part, une réponse qui sera potentiellement anonyme, et donc obtenir comme ça rapidement de l'information sur la pertinence du contenu qui est déposé. Donc cette enquête, vous voyez, elle peut très bien être mise à disposition de manière autonome, où les gens vont répondre comme ça, sans forcément d'autres actions que ça, et ça peut être intégré dans quelque chose qui peut être un peu plus global, comme par exemple une playlist qui va regrouper un certain nombre de thématiques communes, et la volonté derrière d'animer cette playlist pour que les gens puissent mettre en avant ce qui les intéresse ou non sur ces différents contenus. Alors par rapport à ça, on a cette notion de social learning là. On voit que ça peut en tout cas répondre à des éléments qui sont le manque d'engagement des apprenants. C'est-à-dire qu'en gros, là, cette notion de curation de contenu est basée sur l'idée que tout le monde en fait a une expertise dans n'importe quel domaine. Et certains domaines sont des domaines qui peuvent être intéressants de connaître au sein d'une entreprise. Donc, vous voyez, donner la possibilité, la capacité aux collaborateurs à être force de proposition sur du contenu pédagogique permet de les inciter à produire du contenu et les engage, les motive en fait à participer à ce système-là. On a c'est dans ce cas-là où on a l'utilité d'utiliser le social learning. On a aussi la notion de social learning par le biais de ces éléments-là qu'on met en avant, hein, et on va le voir, on a cette notion de partage derrière par le biais du catalogue. Ça peut répondre aussi à une résistance qu'on a souvent sur de l'apprentissage formel. Là, je pense notamment au côté LMS. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont réticents en fait à un apprentissage structuré assez descendant, donc formel, hein, comme je vous l'ai dit, et plutôt sur je vais piocher à droite à gauche des informations qui m'intéressent, et en plus des informations qui n'émanent pas forcément de formateurs, mais de pairs, de collègues à moi qui ont l'expertise d'un certain domaine. Ça peut aussi justement lever d'éventuels blocages sur l'apprentissage par les pairs. Donc des choses qui pourraient se faire de manière, et qui sont d'ailleurs, qui peuvent être chronophages, hein. Alors cette notion là, de lever les éventuels blocages d'apprentissage par les pairs, ça rejoint en fait la notion vous connaissez peut-être cette notion comment s'appelle, sur le fait que l'apprentissage repose sur la loi du 10-20-70, hein, 10%
correspond à la formation formelle par le biais justement de mise à disposition de cours. 20%, c'est les échanges qu'on peut avoir avec le collègue autour de la machine à café, et 70% de ce qu'on retient va se faire en discussion directement avec des pairs sur le terrain et avec une expérience concrète du domaine dans lequel on souhaite se former. Ça rejoint cet élément-là, le fait de pouvoir donner la capacité aux utilisateurs de partager du contenu permet à des personnes expertes de mettre à disposition du contenu pertinent à destination des pairs et donc lever ce blocage qui pourrait exister à mettre à disposition, à partager en fait sa connaissance. Alors l'inconvénient que ça peut représenter, c'est que ce qu'on fait de manière informelle sur le terrain, c'est-à-dire que quand on est sur l'apprentissage sur le terrain, sur un ordinateur, sur l'explication d'une machine, on est dans le flot du travail. Le fait de donner la capacité aux utilisateurs de produire du contenu directement en ligne nécessite que les utilisateurs aient certaines connaissances de l'outil informatique, et il se peut que ce soit un peu plus chronophage que de juste présenter la plateforme ou la machine directement en live. Donc là, il y a potentiellement effectivement un point négatif de cet aspect de curation et de social learning, et notamment le fait de pousser, que les pairs poussent des informations pertinentes, c'est la perte de temps que peut représenter cette mise en place de contenu. Un autre élément qui peut être négatif par rapport à ce social learning, c'est au bout d'un moment, il va y avoir en fait énormément de ressources disponibles et il va falloir faire un tri, quoi. Et il ne faudrait pas, et on va le voir, ça fait partie des points de vigilance, il ne faudrait pas que vos utilisateurs perdent plus de temps en fait, à chercher des ressources intéressantes que ce qu'ils pourraient faire en tapant des mots-clés sur Google. Donc il y a ce côté-là aussi qui nécessite derrière, mais qui est plus d'un point de vue administrateur, qui nécessite en fait d'être toujours en analyse de ce qui se fait et en épuration du contenu pour garder une certaine ligne directrice du contenu qui est mis à disposition et garder en tête les objectifs que se fixe l'entreprise. Voilà, le social learning est notamment ce point de curation qui représente des points intéressants, mais également des points qu'il faut garder en tête, des points négatifs. Du temps à passer pour justement épurer un peu tout ça. Alors, on a la notion du coup également de playlist, de liste de lecture. Donc là, j'ai deux listes de lecture, une liste de lecture sur laquelle je me suis moi inscrit, je suis enregistré à une liste de lecture, et une liste de lecture que j'ai créée. Donc là, c'est tout simplement le même principe, sauf qu'on va pouvoir en fait regrouper différentes ressources et sondages directement au sein d'une seule playlist. Alors, ça va permettre tout simplement de thématiser ces playlists. Alors, on peut d'ailleurs, ces playlists, encore une fois, les mettre à disposition et les partager ou les conserver personnellement et en vue, encore une fois, de se faire une sorte de bookmark des différents éléments intéressants. Donc la liste de lecture, ça permet tout simplement de regrouper des informations qui sont potentiellement hétérogènes sur des éléments qui pourraient être en tout cas mis en avant sur le dashboard, le dashboard qui pourra être propre aux utilisateurs. On a aussi, ça peut répondre aussi à différents besoins d'apprentissage, notamment, encore une fois, plutôt que de piocher à droite à gauche les éléments, de se faire des focus sur des playlists et des points précis sur juste des micro-vidéos, là, ça répond également parfaitement. On retrouve d'ailleurs toujours cette notion de commentaires et ces échanges qui peuvent être mis en place au sein d'une playlist. Alors, cette playlist aussi sert un peu comme d'ailleurs, là, ça rejoint peut-être des choses que vous connaissez, Spotify, Deezer, quand vous vous lancez sur ce type comment s'appelle, de plateforme, vous allez être en recherche soit précise d'une musique, et vous allez directement dans le moteur de recherche taper l'information qui vous intéresse et trouver l'information. Et puis vous êtes aussi tout simplement dans une recherche plutôt thématique, l'apéro, le sport, etc., etc. Donc vous allez en fait chercher ces thématiques. Ces playlists servent à ça aussi, à diminuer les actions de recherche des utilisateurs et leur permettre rapidement d'avoir un focus sur des thématiques qui les intéressent.
Donc on peut comme ça, n'importe qui peut créer des playlists et les mettre à disposition. Alors là, on va voir du coup comment se fait cette mise à disposition, comment l'utilisateur va être en capacité de rechercher des playlists, alors des playlists qu'il a lui-même créées et des playlists qui sont mises à disposition. Alors là, on attaque un point qui correspond en fait à donner la capacité des utilisateurs à finalement être autonomes pour se former et pour faire ses propres sélections de contenu pédagogique qui l'intéressent. Alors, je vais directement aller sur quelque chose qui s'appelle du coup le catalogue de cours. Alors, on l'a appelé comme ça, hein. Alors, toutes les occurrences de textes qui sont utilisés, hein, de langues qui sont utilisées sur cette plateforme peuvent être changées. Bon, pourquoi on l'a appelé catalogue de cours? Tout simplement parce que dans ce catalogue, on a à la fois du contenu qui a été mis à disposition, des ressources ou des sondages qui ont été mis à disposition par les utilisateurs, les collaborateurs eux-mêmes, et on a aussi un contenu plus formel qui va d'ailleurs suivre exactement les mêmes thématiques, hein, un contenu plus formel qui correspond au programme, aux cours et au certificat que propose la partie LMS de Totara. Alors, au niveau du catalogue, l'utilisateur peut très bien, en fait, comme ça, tout simplement aller sélectionner des catégories de cours qui peuvent l'intéresser ou directement aller sélectionner des éléments, encore une fois, et cumuler des sélections de filtres qui pourraient l'intéresser et derrière, pouvoir faire son petit marché pour aller chercher les ressources qui lui semblent intéressantes. Donc on a en fait tout ça, ce système de recherche soit par catégorie de cours, soit par thématique, et on peut créer autant de thématiques qu'on le souhaite. Hein. Et derrière, alors par contre, on ne peut pas créer une arborescence de thématiques, hein, mais on peut créer autant de thématiques qu'on le souhaite. Et derrière, on va pouvoir après aussi mettre en avant, encore une fois, toujours dans cette idée que l'utilisateur est dans son flot de travail, dire, tiens, j'ai un moment de libre, j'ai 5 minutes à passer, qu'est-ce que je pourrais lire qui pourrait m'intéresser? Bon, je vais chercher là l'aspect parole inspirante à moins de 5 minutes. Et je vais pouvoir directement rentrer sur la notion qui m'intéresse et pourquoi pas, alors si elle est ouverte, hein, bien sûr, afficher cette notion-là et la mettre en favori si je le souhaite pour la visualiser plus tard si c'est une vidéo qui fait plus de 5 minutes. Je vais pouvoir après la partager et puis pousser des commentaires directement à l'utilisateur qui l'a publié et rebondir, répondre comme ça et échanger sur l'élément qui a été mis à disposition. Alors, je vous montre beaucoup de choses qui sont attraits à la vidéo, hein, parce que c'est un format qui s'y prête bien. On peut, encore une fois, mettre des choses plus complexes. Hein, si vous utilisez, je ne sais pas, un Geniali, des choses qui permettent en fait de donner du dynamisme, une présentation un peu plus qui va être conçue avec un outil externe, on pourrait très bien embarquer cet élément-là sous forme d'iframe dans une ressource. Vous voyez là, ce vers quoi on peut aller. Donc j'ai en fait cette possibilité comme ça de cibler de manière assez précise, enfin de trier de manière assez précise les éléments qui m'intéressent, et j'ai toujours la possibilité de faire une recherche par mots-clés, hein, on peut le retrouver dans n'importe quel catalogue, et de faire une recherche par mots-clés qui reprend les mots-clés du titre de la ressource ou du cours et du descriptif de la ressource ou du cours. Alors j'ai aussi un petit onglet qui me permet, vous voyez, de partager la recherche que j'ai effectuée. C'est-à-dire que dès que j'ai fait une recherche particulière, je vais pouvoir récupérer cette recherche et la partager avec d'autres personnes. Donc on va tout simplement, sans forcément devoir dire, faut que tu cliques là sur telle thématique et sur moins de 5 minutes, on va directement pouvoir partager à des utilisateurs, à d'autres utilisateurs, cette recherche que j'ai effectuée qui peut correspondre au niveau du catalogue à des éléments qui sont intéressants. Alors ce partage, du coup, encore une fois, par le biais de l'intégration du logiciel dans votre SIRH, dans le SSO, va permettre assez facilement, d'un seul clic, de rentrer sur cette recherche directement. Donc, la notion de bibliothèque, les utilisateurs qui peuvent pousser, et n'importe quel utilisateur qui peut pousser du contenu pédagogique, hein, et qui peut d'ailleurs le partager directement avec des pairs, des collaborateurs, des managers, hein. La notion de catalogue de cours qui permet aux utilisateurs d'aller effectuer un tri d'informations par rapport aux différents contenus qui existent. Et derrière, on va voir quelque chose qui va plus loin en fait, que cet aspect de collaboration,
qu'est-ce qu'on appelle l'espace de travail, qui va en fait pousser encore plus loin la notion de collaboration. Donc ça, c'est quelque chose qui correspond également à Totara Engage. Et là, je vais aller dans la partie collaborer avec votre espace de travail et je vais tomber sur ce qu'on appelle des workspaces, des espaces de travail dans lesquels on va pouvoir retrouver un certain nombre d'éléments. Alors, quel est l'intérêt de l'espace de travail finalement par rapport à une ressource? Alors, le gros intérêt, ça va déjà, d'une, ça peut être l'espace de travail peut être privé ou public. Donc, on va pouvoir en fait, d'ailleurs, quand il est public, on va pouvoir déterminer est-ce qu'il est public mais nécessite une validation pour y rentrer, ou est-ce qu'il est vraiment public et n'importe qui peut s'y inscrire. Donc, il y a déjà cette partie-là. On a également la notion par rapport à ce workplace, c'est que ça permet de répondre généralement à un manque de collaboration, mais sur un public bien segmenté. C'est-à-dire que la collaboration, elle est intéressante si les utilisateurs ont des thématiques qui leur correspondent, ou, dans le cas d'une entreprise, un métier identique, ou en tout cas des problématiques métiers qui peuvent être identiques. Donc, on va pouvoir, en fait, par le biais de ces espaces de travail, mettre en place des groupes qui vont correspondre à la structuration d'organisation qui existe au sein de votre entreprise. Donc, cet espace de travail on va pouvoir créer autant d'espaces de travail qu'on a de nécessité d'en créer. Hein. Ça peut être un espace de travail qui va être créé spécifiquement pour un projet qui est sorti, ou tout simplement quelque chose qui permet de faire de la veille par rapport au métier qu'on exerce, etc., etc. Ça permet également de cloisonner l'équipe, et on va le voir, donc on a cette notion de discussion, de fil de discussion. On a également cette notion de bibliothèque. Donc la bibliothèque qu'on retrouve au sein des différentes ressources, on va la retrouver aussi dans l'espace de travail. Et là, ce qui va être important par rapport à ces espaces de travail, c'est que cette curation de contenu va être modérée. Les utilisateurs vont, ou l'administrateur ou la personne qui est inscrite au sein de cet espace de travail va pouvoir en fait directement pousser du contenu qui a été utile pour lui et donc qui pourra être utile potentiellement aux membres de l'équipe. Donc là, ça fait un tri par rapport à ce qui est proposé de base et ce qu'on retrouve de base dans le catalogue. Enfin, on a cette notion de membre avec la possibilité de mettre à disposition un contenu plus élaboré. C'est-à-dire que là, vous voyez l'utilisateur moi je suis membre de cet espace privé, je peux très bien derrière contacter les différents utilisateurs, et on peut d'ailleurs pousser de l'information supplémentaire à l'intérieur, jusqu'à 4 informations complémentaires à l'intérieur. Voilà, donc l'espace de travail qui répond à des problématiques juste de cloisonnement, de communication entre collaborateurs, entre pairs, et qui peut combler un manque de collaboration entre les différents salariés. Alors, par rapport à ça, il va falloir faire le tri de tout ça. Donc, on a vu le fait que n'importe quel utilisateur peut pousser du contenu. Donc, il va falloir derrière analyser ce qui se passe. Et cette analyse, elle se fait par ce qu'on appelle les rapports. Donc, dans Totara, vous avez un onglet en fait rapport. Alors, pour ça, pour vous montrer cet onglet rapport, je vais passer sur l'administrateur, en fait, un administrateur de la plateforme. Et cet administrateur, en fait, a la possibilité derrière de visualiser tous les rapports qui existent au sein de la plateforme. Donc, l'utilisation des rapports dans Totara est assez simple, en fait, finalement. Vous pouvez, en fait, mettre en favori certains rapports, les construire vous-même, et voilà tous les rapports dont j'ai à ma disposition. Je peux planifier d'ailleurs des envois de rapports externes, et je peux notamment, en cliquant sur « Créer un rapport », aller chercher des rapports préformatés qui correspondent soit à des rôles, soit à des thématiques, donc des sources de rapports qui m'intéressent. Donc là, dans le cas de Totara Engage et cette volonté en fait de visualiser toutes les actions qui sont faites par rapport à l'engagement, on a une source qui est l'engagement de l'utilisateur. On a une source aussi qui correspond au contenu inapproprié, parce qu'on peut bien évidemment modérer le contenu qui sont déposés par les utilisateurs. Ensuite, on a l'aspect thématique, qui a été traduit encore une fois par sujet, le thématique qui sont proposées et les différentes utilisations de thématiques qui sont proposées. Voilà les quatre filtres que je peux mettre, les 4 sources de rapports qui peuvent m'être utiles quand je veux en fait traquer l'engagement et ce qui se passe au niveau du contenu qui est mis à disposition. Donc là, on va tout simplement, par exemple, aller voir l'engagement
au niveau des ressources. Donc, deux possibilités. J'ai juste en fait à cliquer sur créer, modifier ou créer et consulter. Créer, modifier va me permettre derrière d'éditer le rapport pour ajouter des éléments qui m'intéressent. Je vais cliquer sur créer, modifier, consulter, et directement je tombe sur le rapport avec les différents utilisateurs, les ressources qui ont été déposées, le nombre de lectures, enfin, le nombre de fois où ça a été repris dans les listes de lecture, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, etc., etc. Donc avec cet élément-là, on peut analyser ce qui se passe et identifier finalement les ressources qui fonctionnent bien, les thématiques qui fonctionnent bien et également les ambassadeurs. Et pour potentiellement derrière les mettre en avant sur le dashboard de différentes manières. Et c'est ce qu'on va voir après, et notamment avec la notion d'ailleurs de recommandation. Donc là, on a tous ces rapports qui permettent d'analyser ce qui se passe en vue derrière, de pousser des thématiques plutôt que d'autres et d'orienter en fait le contenu pédagogique qui est proposé par rapport à ce qui fonctionne. Alors ça rejoint le dernier point qu'on va voir avant de vous présenter l'intégration de Totara dans Teams, c'est la notion de recommandation. Cette notion de recommandation, en fait, derrière, dans Totara, vous avez un système de recommandation qui se présente en fait sous forme de blocs accessibles directement sur le tableau de bord de l'utilisateur. Encore une fois, là, ce que vous voyez, le tableau de bord que vous voyez n'est pas forcément ce que vous pourriez avoir au final. Les blocs, on peut les interchanger. Je pourrais utiliser là, les tendances, les recommandations et les mettre sur une seule ligne tout en haut. Je peux vraiment concevoir le dashboard comme je le souhaite. Donc, cet aspect recommandation est basé sur un système qui fonctionne via un langage de programmation qui s'appelle Python dans Totara, et là on retrouve un peu la notion de machine learning. Il y a tout un système derrière qui peut être paramétrable et qui va pousser de différentes manières du contenu qui va être intéressant par rapport à l'utilisateur qui se connecte. Alors ce contenu, ça va être tout simplement soit un contenu correspondant basé sur la tendance de consultation de l'utilisateur, c'est ce que j'ai ici. Donc, par rapport à ce que l'utilisateur a vu précédemment, on va lui pousser 2, 3, 10, 20 éléments qui correspondent à des tendances des informations qu'il a déjà vues. On peut aussi mettre en place un contenu qui va être basé plus sur un temps à passer, donc par exemple du micro-learning. Donc là, typiquement, ça pourrait être un bloc de recommandation qui dit vous avez 5 minutes devant vous, voilà les éléments qui peuvent être intéressants pour vous. Et là, il va récupérer de manière aléatoire et en relation, bien évidemment, avec les tendances, les thématiques qui intéressent l'utilisateur. Il va pousser en fait du contenu correspondant à des éléments de moins de 5 minutes. Enfin, on a bien évidemment la possibilité de mettre un bloc de recommandation spécifique, ciblé, en disant par rapport à ce tableau de bord qui correspond à telle cible, je vais, quoi qu'il arrive, pousser des modules, ou des modules qui sont d'ailleurs formels ou informels, ou des ressources qui pourraient être intéressantes pour l'utilisateur qui est identifié sur la plateforme. Alors, on a encore une fois un système au niveau de Totara qui peut être paramétré, avec derrière, donc, dès qu'on l'active, la possibilité de générer en fait différents algorithmes. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez une doc qui existe sur un fichier, mais vous avez en fait, en gros, la possibilité de modifier l'algorithme qui est derrière pour changer le système d'analyse des tendances qui vont être proposées après aux utilisateurs. Voilà, le dernier point qui nous reste à voir, donc on a vu sur les 6 piliers la possibilité à l'utilisateur avec le catalogue de découvrir du contenu pédagogique, la possibilité de faire de la curation de contenu, la possibilité d'avoir la reconnaissance avec le système de rapports qui vont pousser des ambassadeurs plutôt que d'autres, et cette notion après de cibler le contenu par le biais du volet recommandation. Il nous reste à voir en fait l'aspect intégration. Alors c'est un point qui est intéressant. Encore une fois, quand on est sur du social learning, cet élément-là doit être disponible tout le temps et à n'importe quel moment. Et encore une fois, on doit limiter les actions nécessaires pour basculer d'un outil à l'autre. Alors, Totara répond parfaitement sur ce point, dans la mesure où, et là je vais revenir sur mon apprenant, dans la mesure où si je suis connecté et si on a mis en place une interconnexion entre Totara et Teams, je vais pouvoir directement récupérer
Totara dans Teams. Donc là, c'est ce que vous voyez ici. Je suis connecté avec mon utilisateur, Benoît Marchais, et directement, j'ai une activité, une activité qui se lance, une application qui se lance, qui est Totara 13 sur la version française en ce qui me concerne, et j'ai directement la possibilité déjà de me connecter, valider le fait que dès qu'il y a une notification qui est envoyée, je vais la recevoir sur Teams, et puis derrière, je retrouve mon catalogue. Ça va mettre un petit peu de temps à charger. Voilà mon catalogue, qui me permet de visualiser toutes les cours disponibles, comme on l'a vu précédemment. La notion de cours d'apprentissage pour lequel j'ai des actions à effectuer et une progression disponible. Donc là, c'est le contenu qu'on m'a poussé. Et je retrouve évidemment la piste de lecture, enfin les playlists, avec les ressources disponibles, avec la possibilité, bien évidemment, directement dans Teams, d'intégrer, de rajouter du contenu. Donc, tout ça est intégré dans Teams. Alors, j'en ai pas parlé, mais bien évidemment, dès que quelqu'un partage un contenu, dès que quelqu'un like un contenu, dès que quelqu'un va pousser un commentaire sur un contenu, on a tout un système de notification qui est mis en place, qui est ici. Alors, dans Totara, on a le choix d'ailleurs des notifications. Hein. Est-ce qu'on les reçoit directement sous forme de petites bulles ou est-ce qu'on les reçoit directement par mail? Et par le biais de l'intégration dans Teams, on peut également les recevoir dans Teams directement. Voilà, donc l'intégration dans Teams qui permet de laisser l'utilisateur vraiment dans un seul outil sans qu'il ait besoin de naviguer d'un outil à l'autre. Alors, il me reste à vous montrer en fait un dernier slide, et on en aura terminé avec ce webinaire. C'est les points de vigilance à avoir quand on se lance en fait sur la partie Learning Experience Platform et surtout la partie du coup Social Learning. C'est la première chose, c'est déjà de garder en tête que le LXP ne fait pas tout. Il ne faut pas oublier d'ailleurs les atouts du LMS et la nécessité hein, de pousser un contenu formel certifiant qui va être en correspondance avec ce qu'on attend des apprenants, des collaborateurs par rapport aux objectifs que sont fixés l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Le LXP, en toute autonomie, ne permet pas de répondre à 100% des problématiques de formation. Donc, il est plutôt complémentaire en fait hein, au LMS. Le deuxième point, c'est laissez vos principes vous guider dans la structuration d'ailleurs, hein, parce qu'on a vu, on peut très bien thématiser la curation de contenu, on peut très bien générer des espaces de travail. Tout ça va être en relation directe avec les principes de votre entreprise et les objectifs et l'organisation de votre entreprise. Donc là, il y a quelque chose de naturel en fait à transposer vos principes et votre organisation dans la plateforme. Donc, gardez en tête ce système-là. Le less is more qui vaut pour à peu près tout. Hein, donc, ne pas essayer d'inonder les apprenants de contenu, d'ailleurs de longues vidéos, essayez plutôt d'ailleurs de favoriser hein, des vidéos courts. Hein. Je vous rappelle que je crois qu'un utilisateur dans ce lieu de travail, mais je crois en gros, c'est entre 5 et 7 minutes de temps disponible pour se former dans le flow de son travail. Donc, ça ne sert à rien de partir sur des vidéos qui font 40 minutes, sauf à bien l'expliquer en amont pour que l'utilisateur puisse le faire en plusieurs phases. Mais donc, voilà, il y a un aspect tri hein, qui est important et qui repose sur d'ailleurs des rapports bien conçus qui permettent derrière de limiter les contenus disponibles. Ensuite, un point qui à mon avis, essentiel, voire névralgique, c'est favoriser les plateformes ouvertes qui permettent l'intégration sur vos outils. Alors, on a vu Teams, mais c'est bien évidemment sur tous vos outils. Le LRP, la notion de visioconférence, c'est-à-dire que l'utilisateur directement dans l'outil LXP, qu'il ait la possibilité de lancer une visioconférence, le fait d'avoir le Talent Management System, par exemple, directement en place, le fait de récupérer des traces d'apprentissage via le Learning Record System, etc. etc. Donc, gardez en tête que finalement, le LXP est un des outils parmi tant d'autres et qu'il faut quand même qu'il soit assez ouvert pour qu'il puisse interagir avec tous ces outils. Et enfin, identifier vos ambassadeurs par domaine, par métier, qui proposent un contenu de qualité en vue de les mettre en avant, qui permettra la reconnaissance et derrière, une sorte de cercle vertueux avec finalement des collaborateurs
contents et bien en phase avec les principes de l'entreprise, qui proposent du contenu de qualité et du coup qui vont générer en fait cette envie et cet attrait directement sur la plateforme. Voilà, je suis allé beaucoup plus loin où ça a pris